Avant de commencer ce 4e épisode de Magicos, nous allons faire ensemble une petite expérience. Je vais vous demander de faire le vide dans votre esprit. Complètement. Vous pouvez imaginer une cascade d'eau ou un lac. C'est bon ? Maintenant, récitez dans votre tête les 5 premières occurrences de la table de 2. 1 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Je vous laisse 5-10 secondes, elle est plutôt facile. Voilà. Pensez maintenant à un outil et à une couleur. Tac, tac, comme ça. Les premiers qui vous viennent en tête, vous les avez ? C'est bon ? Très bien. Je vais pénétrer votre esprit à travers ce podcast. Vous pensez à un marteau rouge, n'est-ce pas ? Impressionnant ? Pas du tout. J'ai utilisé des procédés psychologiques très complexes pour vous influencer. Entre mes mains, vos pensées sont comme de la pâte à modeler. Je les tords et leur donne la forme que je veux. Je suis tout puissant, je suis mentaliste. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est ce qu'auraient pu vous dire certains mentalistes. Les mentalistes sont des magiciens, mais il arrive parfois que certains l'oublient. Aujourd'hui, dans Magicos, nous allons nous interroger sur cet art relativement récent et encore assez obscur pour les spectateurs. Je suis aujourd'hui avec Clément Fraise et Pierre Onfroy. Alors Clément, tu as 22 ans, tu es artiste mentaliste, tu as un spectacle et une chaîne YouTube sur laquelle tu fais des expériences et où tu parles du sujet. Tout à fait. Pierre, tu es aussi un artiste, Oui. donc tu donnes des conférences en magie, tu as aussi un spectacle et tu produis quelques gimmicks, c'est un terme qu'on a déjà employé sur Magicos, absolument. donc des objets magiques, notamment pour le mentaliste. Oui. Donc je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. On va parler de cet art qu'est le mentalisme et qui interpelle aujourd'hui beaucoup, c'est très à la mode. Alors notamment grâce à la télé qui nous a amené des séries comme The Mentalist, qui présentait ce personnage incroyable qui en quelques secondes réussit en voyant l'état de vos ongles, la dilatation de votre pupille ou les vêtements que vous portez, à tout savoir de vous, à vous emmener dans vos retranchements et à savoir si vous avez tué votre femme ou votre maîtresse. On a donc, je pense, cette série qui a vraiment popularisé le mot mentaliste. Alors est-ce que vous êtes comme Patrick Jane, capable de lire tout de quelqu'un en quelques secondes ? Pierre ? Non, je suis pas comme Patrick Jane. Par contre, Patrick Jane, c'est un personnage de fiction, donc, mais c'est un personnage de fiction qui est très bien écrit et qui a été écrit en collaboration avec un très grand mentaliste anglais. Donc, il y a une grosse part de vrai. Qui en s'appelle fait. Luc Germay. Luc Germay. Voilà. Et donc, l'écriture du personnage est très bonne. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait, une partie de ce qu'il fait pourrait être refait en vrai. Il y a des techniques, par exemple, je pense aux techniques de mémoire qui existent, qui sont faciles à apprendre, des techniques aussi de cuberlambisme qu'on peut voir dans la série. Qu'est-ce que c'est le cuberlambisme ? C'est ce qu'on appelle la lecture musculaire, qui est une branche du mentalisme. D'accord. C'est le fait de se faire guider par les micro-mouvements de la personne. Donc il y a des choses vraies, puis il y a des choses qui sont du domaine romancé, voilà. Toi, Clément, t'es habillé un peu comme Patrick Jane. Oui. Là, je te vois, c'est un hasard. T'as un gilet, donc est-ce que c'est un peu le look mentaliste ? Non, moi je suis totalement comme Patrick Jane et c'est pour ça que je suis à même de déceler des traces d'humilité chez Monsieur Onfroy. Parce que Monsieur Onfroy est un fin limier, comme chacun sait. Non mais c'est vrai que c'est un personnage de fiction, ce que j'aime bien dire quand les gens me demandent si on arrive à effectivement à voir tout et n'importe quoi un peu comme un Sherlock Holmes. J'aime bien dire qu'en fait dans ce genre de fiction, c'est pas Sherlock Holmes le mentaliste, c'est Conan Doyle. Exactement. Et qu'il suffit de mettre un poil de chat sur ton épaule pour que je sache que t'es un chat. Par contre, il faut que le poil il y soit. C'est beaucoup moins évident dans la vraie vie. Dans la fiction, c'est l'allégorie de la tuile. On met tous les indices pour que Sherlock Holmes puisse trouver tous les indices. D'accord. Alors, on est les deux, c'est-à-dire qu'on est Conan Doyle et on est aussi l'acteur qui incarne Sherlock Holmes. Voilà. Ça, c'était un moyen de discuter un petit peu du mentalisme grand public. Vous êtes donc des artistes mentalistes. Ouais. Alors, c'est je dirais que c'est une partie de l'art magique, le mentalisme aujourd'hui, en tout cas comme vous le pratiquez. Toi, Pierre, tu es arrivé au mentalisme en commençant par la magie, Absolument. ce qui n'est pas le cas de Clément. Donc, on comparera Non, on a des parcours vos deux différents. approches. Mais donc, aujourd'hui, le mentalisme, c'est quoi ? Alors moi j'ai commencé la magie à 14 ans et puis après mon intérêt s'est diversifié mais toujours dans la branche du spectacle. Mes effets en fait ont commencé à passer de la magie à magie mentale pour aller jusqu'à du mentalisme. Chaque terme mérite une définition. Je dirais qu'en fait c'est la mise en scène qui va vraiment différer. C'est le niveau de conviction qu'on va mettre dedans. Un tour de magie, il y a une convention avec le public, je parle du public occidental, où c'est assez second degré. C'est-à-dire que quand je fais disparaître un foulard, tu crois pas réellement qu'il a disparu. Absolument. Voilà. Quand je fais de la magie mentale, on a quelque chose, comment dire, qui est du domaine du plausible, mais qui est tellement incroyable que finalement c'est un peu les mêmes ressorts que la magie.
Le mentalisme va un cran plus loin, je dirais. C'est qu'il cherche à être crédible, premier degré. En tout cas, c'est ma définition. Je cherche à être le plus crédible possible. Donc, pour être crédible, je vais parler de choses qui peuvent être crédibles. Donc, ça peut être la lecture de pensée, parce que c'est crédible pour certaines personnes. Ça peut être la détection de mensonges. On en parlait avec Sherlock Holmes. Ça peut être démonstration de mémoire prodigieuse ou plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, le mentalisme joue un peu sur le fil de ce qui se passe vraiment en coulisses. Je crois qu'en Occident, on est tous d'accord pour que quand on fait disparaître un foulard ou une carte, c'est de la manipulation. Et tout le monde va vanter les talents de manipulateur du magicien. Il va bien faire des choses avec ses mains. En mentalisme, peut-être aussi parce que l'art est plus jeune, on sait plus exactement où est la vérité, où est le mensonge. Clément, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est aussi une manière. C'est-à-dire que pour moi, le mentalisme, c'est vraiment le mélange en fait entre même dans sa structure très très large, c'est un mélange entre l'illusionnisme et les sciences humaines. On arrive à avoir des choses qui, à mon avis, sont. Lorsqu'on regarde une émission, tu parlais tout à l'heure de Luke Germain, mais il y a un autre mentaliste britannique dont Simon Baker, l'acteur qui joue Patrick Jane, s'est inspiré, c'est Darren Brown. Lorsqu'il fait certaines de ces émissions, on assiste carrément à de l'expérimentation sociale, agrémentée d'hypnose, et ça reste du mentalisme, alors que pourtant on n'a pas le principe d'un tour en 3 actes tel qu'on le connaît en magie ou en illusionnisme. Et même nous, des fois, quand on regarde Darren Brown, on a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Donc Darren Brown, juste je resitue, c'était aussi un magicien il y a quelques années, il a fait des cartes, il a fait tout ça, il a complètement versé aujourd'hui vers le mentalisme, c'est considéré comme le meilleur mentaliste du monde par beaucoup de gens. Il a des spectacles qui ont fait le tour de l'Angleterre parce qu'il est anglais et qui sortait pas trop d'Angleterre, comme souvent les Anglais. Et il a fait des shows télé là-bas qui marchaient très bien. Maintenant, il est sur Netflix. Netflix lui produit des shows, et c'est des shows de psychologie sociale, principalement. Il a fait par exemple The Push, dans lequel il prétend amener un spectateur complètement sélectionné, mais à tuer quelqu'un. Et certains ont fait le geste de pousser quelqu'un dans le vide sous l'influence de Darren Brown. Alors il montre comment il fait ça. Donc aujourd'hui, il a ce côté mentaliste et ce côté psychologie sociale. Bon, il est très connu dans le milieu, très apprécié, voilà, pour le resituer. Disons qu'il va permettre, comme tu disais tout à l'heure Pierre, cette volonté qu'a le mentaliste d'être posé comme un art qui en fait est impressionnant, non pas parce qu'il cache mais parce qu'il montre. On est sur du coup totalement là-dedans, puisque Darren va montrer du coup tous les rouages de cela, ce qui fait que quand il va faire après un spectacle, les gens peut-être verront pas tout là, puisque on est plutôt dans un ressort effectivement d'illusion, mais ce sera tout aussi impressionnant, et les gens penseront également, feront des ponts entre les deux, et c'est à mon sens pour ça que l'art de Darren est réussi. Pour moi, c'est pas le meilleur mentaliste du monde, c'est peut-être le meilleur magicien de tous les temps, mais c'est encore autre chose. Alors pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais juste qu'on resitue. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un effet de mentalisme? Parce qu'on a parlé de mentalisme, bon, pour ceux qui connaissent, ils vont voir de quoi on parle, mais on parle aussi à des gens qui découvrent. Un effet de carte, on en a tous vu. Choisis une carte, je la retrouve, je la transforme. Bon voilà, ça c'est de la magie très classique, je fais apparaître la pièce derrière l'oreille. Un de vos effets en mentalisme? On va parler, je pense, d'un effet qui nous a réunis tous les deux. Donc vous connaissez, voilà, le monde des mentalistes est petit quand même, donc voilà, vous vous connaissez, vous vous appréciez a priori. Quand on couche ensemble, on commence à se tutoyer, c'est normal. C'est normal. Ce sera coupé. Non. Et en fait, j'ai appelé Clément parce que j'avais vu une excellente vidéo qu'il avait faite sur Uri Geller sur sa chaîne YouTube. J'ai trouvé qu'il avait fait un travail remarquable. Alors Uri Geller, c'est un mentaliste en fait dans les années 70, qui est un charlatan, qui affirmait avoir des pouvoirs. Enfin, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est charlatan, c'est un peu fort parce que moi j'ai un amour pour Uri Geller, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu as entièrement raison. Oui, c'est un bonimenteur. Fin des années 70, début des 80. Alors c'est quoi? C'est un magicien ou un charlatan? C'est un charlatan qui utilise des techniques de la magie et du mentalisme. Alors qu'est-ce qui fait de lui un charlatan? Ses prétentions extraordinaires et le fait que il ne se présente pas comme un artiste de spectacle, il se présente comme un authentique psychique, médium. Non, pas médium, il n'a jamais prétendu communiquer avec les morts, je crois pas. Non, il prétendait en revanche avoir des... Il tord le métal. Voilà, il tord le métal, il arrive à relancer des montres arrêtées, il peut faire osciller les aiguilles d'une boussole, lire des dessins, etc. Donc des fois on retrouve vraiment des effets communs au mentalisme traditionnel. Osciller les aiguilles d'une boussole, comment est-ce qu'on peut faire ça? Avec un aimant sur le genou. Avec un aimant peut-être, oui. Bon là je croyais qu'on débitait pas dans cette émission. Mais je crois que honnêtement, faire dévier les aiguilles d'une boussole, là c'est pas sorcier. Ah oui, mais après... si t'arrives à mystifier des gens avec ça quand même... Mais c'est toujours pareil.
Là, tu ne crois pas si bien dire, cher Guillaume, parce que quand il a été invité, je crois que c'était en 1987, si ma mémoire est bonne, chez Michel Pollack, il a fait une émission en France qui s'appelle le droit de réponse, l'effet Geller, et en fait, il y a quelque chose de tout simple, c'est qu'il a fait donc ce tour de la boussole. Et il se concentre vraiment 2 minutes. Et on a une séquence qu'on pourrait pas voir aujourd'hui à la télévision chez un Cyril Hanouna où tout s'enchaîne très vite, mais à l'époque, c'était quand même dingue. On avait 3 minutes en télévision de blanc, avec un plan fixe sur une boussole, avant de voir 1 millimètre bouger, et tout le monde était stupéfait. Et quand Gérard Majax arrive à la fin pour débiner ça et dire, pour débunker ça plutôt et dire, mais non, regardez-moi, j'arrive à le faire bouger. Même Geller lui dit, non, mais vous la faites bouger d'1 centimètre en 2 secondes, moi c'est pas ce que j'ai fait. Donc c'est intéressant, avec la même méthode. Une émission avec Geller en France, ça c'est intéressant parce que c'est un petit peu l'histoire du mentalisme et c'est nos racines d'une certaine manière. Avec Majax en tant que prestidigitateur très populaire à l'école. Et comme sceptique aussi. Et comme sceptique, d'accord, on pourra parler un peu de ça aussi, qui est arrivé ensuite pour reproduire tout ce qu'a fait Geller en expliquant comment il faisait. Alors je pense, oui, absolument. Et malgré ça, il a fait des succès de vente derrière. Et malgré ça, Geller est encore aujourd'hui considéré comme certains par quelqu'un qui a des pouvoirs psychiques. Alors moi, j'ai vu l'émission entière, je crois que tu l'as vu aussi. Oui, bien sûr. Et je sais pas si t'as le même diagnostic que moi. Quand Majax fait ce que fait Geller, moi, quand je vois ça, j'ai pas du tout l'impression qu'il fait la même chose que Geller. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un qui doute déjà du pouvoir de Geller aurait des raisons de douter en voyant Majax encore davantage. Quelqu'un qui est plutôt convaincu par ce que fait Geller au départ serait pas forcément convaincu par la démonstration de Majax parce qu'elle est pas du même niveau déjà. Il n'a pas justement les mêmes codes de la mise en scène et on a l'impression que c'est presque une parodie. Alors, à sa décharge, Geller a fait traîner le chrono de l'émission très longtemps. Absolument. Majax avait 3 minutes et il a fait 15 effets en 3 minutes pour tout démonter et mal filmer. L'impression que j'ai eu. Bien sûr. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, pour les mêmes effets, la manière dont tu vas le présenter va complètement changer la capacité que tu vas avoir à mystifier les gens qui vont le voir. C'est ça dont tu parles, Pierre. Oui, en fait. complètement. Et c'était juste moins bien présenté. L'implication, ce que tu disais tout à l'heure, l'implication qu'a le magicien dans son art. Absolument. Et justement, donc, pour revenir à ta première question, donc l'effet dont je voulais parler, c'était la torsion de cuillère, parce que c'est l'effet qui nous a réunis, parce que moi, à la fin de la vidéo, que je trouvais vraiment très très bonne, une excellente vidéo de 30 minutes, à 29 minutes, je vois une explication, un débinage des torsions de cuillère que moi j'utilise couramment dans mon spectacle. Je plaide coupable. Je pensais pas qu'il y avait beaucoup de monde qui l'utilisaient. Et on a passé 5 heures au téléphone. Donc Pierre, tu tords des cuillères. Absolument. Mais il y a un truc. Absolument, il y a un truc, c'est une illusion. Et c'est un tour auquel j'ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour plusieurs présentations, et je vais vous dire comment je le fais aujourd'hui et comment ça a évolué. Et c'est un peu à part même dans le mentalisme, parce que on se concentre plus sur des effets souvent de détection de mensonges ou de lecture de pensée, mais c'est un exemple très intéressant. Pourquoi est-ce que un billet de banque qui vole, c'est de la magie, et une cuillère qui se tord, c'est du mentalisme? C'est une vraie question. Eh ben, parce qu'on ne croit pas à un billet qui vole et pourtant on croit à une cuillère qui se tord. C'est quelque chose auquel on a envie de croire. Pendant les 5 heures, on a beaucoup échangé, on a parlé d'éthique en mentalisme, on a parlé de ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire. La cuillère, moi, je le présente depuis peut-être 6-7 ans. C'est quelque chose qui est très puissant, qui a un impact émotionnel extrêmement puissant sur les gens. Je le fais très bien. C'est-à-dire, je le fais tellement bien que si quelqu'un le faisait pour de vrai, ce serait pas différent de ce que je fais moi. En toute modestie, toujours avec les mentalistes. Hein. C'est important. Mais non, mais je dis ça parce que je confirme ce qu'il dit. Hein. Voilà. Il est très bon là-dedans. Je dis ça parce que je veux que vous compreniez que les gens croient à ce qu'ils voient et ils ont toutes les raisons de croire. D'accord. La cuillère qui se tord. Je dis rien quand je tords la cuillère. Je me contente de le faire. C'est pour moi la manière la plus spectaculaire et la plus crédible de le faire. Et je me suis posé la question à plusieurs reprises de l'impact que je pouvais avoir sur ces gens-là. Est-ce que je donnais du crédit à des croyances? La réponse est oui. Et on doit se poser la question, mentalisme, où se trouve l'éthique? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Et c'est un effet qui est tellement puissant, auquel la plupart des gens adhèrent, même ceux qui n'y croyaient pas au départ, que je me dois me poser cette question. Voilà comment je le présente aujourd'hui. Aujourd'hui, j'emprunte des cuillères, je tords les cuillères. J'en trouve ça incroyable. La plupart des gens qui me posent la question, c'est est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est du travail? Pour moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire pour me dire que c'est crédible, justement. Et après, je demande est-ce que quelqu'un a une douleur? Et je les soigne. Je les soigne, vraiment. C'est-à-dire, je pose ma main et j'enlève leur douleur. Et là, vous me direz, c'est pas très éthique. Enlever une douleur, je trouve ça éthique. Voilà comment je termine maintenant.
C'est-à-dire que je fais ça et après j'explique pendant 2 minutes ce qu'est un effet placebo. Non. Tu termines en faisant léviter une voiture par la pensée. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je termine Je connais ces histoires. De l'éducation populaire. Et tu parles de l'effet placebo. Exactement. D'accord. Je parle de l'effet placebo et là, on rentre dans quelque chose d'éthique. Je dis que la cuillère est une illusion. Je dis que cette illusion m'a permis justement d'avoir un effet sur ceux qui avaient des douleurs, quelqu'un qui a un mal de dos, etc. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais très souvent, ça fonctionne. Et l'effet placebo, c'est quelque chose de fascinant. C'est une suggestion symbolique qui permet d'activer la pharmacie interne de la personne et de libérer de l'endorphine et de la dopamine, qui va atténuer la douleur. Donc une fois qu'elle est dans le sang, de toute façon, elle peut pas partir. Le fait de l'expliquer ne va pas réveiller cette douleur. Voilà. Donc c'est pas un effet psychologique, parce non. que la plupart des gens pensent ça, c'est un effet biochimique. Exactement. Oui, qui est d'ailleurs a déjà été démontré avec des études. C'est pas de la pseudoscience. L'effet placebo est quelque chose qui est souvent activé par des pseudosciences a priori, mais en tout cas sont prouvés. Oui. Donc toi, Pierre, à un moment, tu t'es retrouvé en face d'une situation où tu pouvais faire croire aux gens que tu avais des vrais pouvoirs magiques. Absolument. Et tu as choisi d'utiliser ça pour faire du bien et ensuite expliquer. Donc ça a été, toi, ta manière d'être un mentaliste qui peut se regarder dans la glace. Oui, on peut Parce que dire, tu pourrais aujourd'hui certainement être beaucoup plus riche. Enfin, je dis pas que t'es pauvre, mais je veux dire, tu pourrais être quelqu'un... de yacht, mais tu pourrais soigner des gens. Et ça va être la suite de notre discussion, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il y a une ligne rouge et certains sont à gauche, certains sont à droite. Et on a des mentalistes aujourd'hui qui utilisent des trucs de mentalisme pour faire penser qu'ils sont médiums ou qu'ils sont magiciens. Enfin, magiciens au sens vaudou du terme quasiment, hein. Et qui vendent des prestations qui permettent de parler aux morts, qui permettent de soigner des mâles qui méritent d'être soignés autrement quand même. Je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des charlatans qui utilisent des techniques de mentalisme pour parler aux morts. Et Clément a fait une excellente vidéo justement pour critiquer et débunker un médium qui s'appelle Bruno. Enfin, il vous en parlera tout à l'heure. Mais dans les mentalistes, je parle des artistes qui pratiquent cet art. On a des dérives aussi, mais ces dérives, elles sont pas de cet ordre-là. Elles sont plutôt justement dans des ventes de conférences ou de formations sur des croyances comme des pseudosciences, on peut le dire. Oui, des pseudosciences comme le langage non verbal, la détection de mensonges, la PNL, qui sont des choses beaucoup plus acceptables dans le milieu professionnel. Et je connais des mentalistes qui sont fait payer 6 000 € pour une conférence sur le langage non verbal, en présentant un smash and stab. Vous voyez ce que c'est? Le smash and stab, c'est il y a un clou avec 4 sacs. C'est une illusion. Voilà, on peut dire c'est une illusion, c'est un tour de magie que vous pouvez trouver dans les boutiques de magie, absolument. Donc, smash and stab, vous cachez un clou sous un verre, il y a 4 autres verres, et vous allez taper sur les verres sur lesquels il n'y a pas le clou. Des verres opaques, sinon ça n'a pas d'intérêt. Si vous cherchez bien sur Internet, vous pouvez voir quand même 2 ou 3 magiciens qui se plantent en direct et qui s'enfoncent le clou dans la main. Donc c'est quand même un tour dangereux, parce que si tu le foires, tu te l'enfonces dans la main ou tu l'enfonces dans la main d'une spectatrice, ce qui est arrivé aussi. Oui. Mais bon, quand on est malin, on peut le faire. Il y a au moins 10 méthodes pour le faire. Il y en a qui sont complètement safe et il y en a, il faut juste savoir où est le clou, quoi. Ouais. Mais d'accord, donc il utilisait cette technique-là en expliquant que lui le faisait de manière uniquement psychologique, en ressentant les ondes magnétiques de la peur et tout. Tout à fait. Ça donnait du crédit, alors que c'était un gimmick, c'était un truc. Ouais. Ça, c'est une pratique plus courante. C'est le même, les artistes. C'est le même mécanisme que Uri Geller qui tord une cuillère. Donc on a quelque chose de matériel qui est effectué pour derrière vendre de l'immatériel. Ce sont maisons de psychique et Uri Geller a sorti un bouquin qui s'appelle Mind Medicine, donc la médecine par l'esprit. Ce qui est un peu affligeant pour un magicien de sortir un livre de cet ordre-là. Et pour le coup, c'est toujours très intéressant juste une parenthèse parce que je vois qu'on dérive là-dessus. C'est toujours très intéressant de voir que en fait, contrairement aux magiciens, les mentalistes ont toujours cette porte vers le scepticisme. C'est à ça où je pense pour pas faire le bon mentaliste et le mauvais mentaliste, mais en gros, je pense que les bons mentalistes ont toujours ce truc-là vers le scepticisme scientifique. C'est assez intéressant de voir qu'il y a un espace non vide entre nous parce que finalement, le scepticisme scientifique, c'est-à-dire par exemple faire des crop circles dans le blé pour tester ceux qui prétendent déceler les vrais et les faux crop circles, c'est fun. Ça a été fait sur Internet par Astronogeek, par Arnaud que je salue, que j'embrasse. Un groupe de sceptiques. Ouais, tout à fait. Oui, quand il était pas seul. Très drôle. C'était très très drôle parce qu'après les gens venaient avec leur pendule. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vraiment fun. C'est très très fun. En fait, le scepticisme scientifique, débunker les mythes et les légendes, c'est fun, et le mentalisme, c'est fun. Donc la réunion des deux ne peut être que géniale, quoi. Et c'est pour ça que je pense que c'est cool. Vraiment, la démarche de Pierre est sympa quand il parle derrière du placebo. Comme moi, dans mon spectacle, je fais du channeling et à la fin, j'explique que c'est channeling, c'est la transcommunication. Donc en fait, c'est ce que font les médiums, prétendre entendre ou ressentir les morts. Je vois un J, je vois un U, je vois un P, je vois un K.
voilà, non, c'est un Jean-Paul, et ils devinent, vous voyez, des prénoms un petit peu comme ça, en entendant, soi-disant, des informations que leur donneraient les défunts. Tous les deux, en fait, par une approche différente, effectivement, on tend vers l'éducation populaire parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur par notre approche du scepticisme et de la méthode scientifique, enfin la zététique, on peut l'appeler. Parce qu'il nous passionne aussi, nous. Le channeling, c'est intéressant, c'est une pratique qui se fait aux États-Unis depuis des décennies. Les gens qui font ça le font même là-bas en télé. Donc il y a des épisodes de South Park très drôles là-dessus, toujours, comme pour chaque cas. Mais en tout cas, on est quand même sur une démarche qui mérite d'être un petit peu analysée. On propose à des gens qui sont en deuil de parler à quelqu'un qu'ils ont perdu. C'est-à-dire qu'on leur offre la chose la plus précieuse au monde. Et on leur fait ça à la télé et on leur fait croire qu'ils vont parler à leur femme ou à leur enfant, qui sont des gens qui sont morts. Quitte à des fois flirtouiller avec l'apologie du suicide. Il y a des moments où quand il y a une personne, moi je me rappelle donc d'un épisode, on pourra en parler après, d'un épisode d'un médium sur internet, donc qui s'appelle Bruno Charvet, on en parlait tout à l'heure, Bruno, un nouveau message, où la personne, donc il parle d'un défunt qui s'est suicidé, et où il lui transmet le message donc à la personne qui veut lui parler, c'est mon acte de liberté, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est quand même, c'est pas l'apologie du suicide, je m'y connais pas, quoi. Alors, un petit mot sur Bruno, qui est quelqu'un qui est sur YouTube aujourd'hui et qui a une chaîne populaire en hausse, et c'est important de parler de lui, je pense, parce qu'il fait partie aujourd'hui de cet environnement. Il fait des vidéos où il est dans la rue avec des gens, donc c'est des vidéos qui sont montées, donc des inconnus, selon la manière dont il le présente, et d'ailleurs il prend des inconnus parce que il y a des témoignages de gens bouleversés après, et avec une apparence bienveillante assez étonnante. Il est très sympathique, c'est un bon gars, un petit peu vieux, un petit peu grisonnant. Il fait Papa Noël, avec un collier de barbe. Il a l'air très bon, il fait et hop, il se connecte avec quelqu'un de mort en disant je le vois à côté de vous. Moi, je ressens les gens morts, je le vois à côté de vous. Et il vous dit ci, il vous dit ça, vous lui manquez. Et alors là, il y a des gens qui sont bouleversés, ils filment tout ça, il met ça sur Internet en expliquant, voilà, moi j'ai des dons, alors bon, il fait ça seulement depuis quelques années, mais en tout cas, il est extrêmement convaincant dans sa présentation. Il dit très clairement qu'il voit les gens morts et qu'il leur parle, et là-dessus, il n'y a aucune porte de sortie qui pourrait amener autre chose comme explication, et il a un spectacle dans lequel il fait ça et il vend des prestations privées payantes, notamment sur Skype, où tu peux parler à quelqu'un qui est mort. Donc voilà, aujourd'hui, voilà un mec en France qui fait ça en toute impunité. Mais c'est pas un artiste de mentaliste, c'est bien un charlatan, un médium justement qui utilise des techniques de médium, de charlatan de médium. Dont certaines sont communes avec le mentalisme. Voilà, c'est pas un artiste mentaliste qui s'est tourné vers ça. Non, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, il utilise les techniques des mentalistes. Il est certaines techniques de mentalisme. Oui, certaines techniques. Des techniques de médium. Mais pour deux recettes de cuisine, on peut utiliser les mêmes ingrédients. Et ça choque pas tant que ça les gens. C'est-à-dire que ça reste quelqu'un qui aujourd'hui est au grand jour. Ce qui est dingue, c'est bon, du coup, je pense que c'est là où on met les pieds dans le plat. J'ai fait une vidéo qui débunk cet individu. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai reçu pas loin d'une cinquantaine de menaces de mort. Tu t'étais très sympa, je trouve, dans la vidéo. Je veux dire, t'étais très charitable. Qu'est-ce que tu as fait, Clément, en fait? Donc, toi, t'as une chaîne YouTube sur laquelle tu parles de plein de trucs, notamment mentalisme. Tu t'es intéressé à Bruno. Avec mon co-auteur que je salue, que j'embrasse, Victor Rességuier. T'as fait une vidéo d'1h? 1h18, ouais, c'est ça. Ok, et t'as fait quoi? Donc en fait, dans cette vidéo, chose qu'elle a été supprimée. Oui. Alors elle a été supprimée, vous pouvez la retrouver sur skepticon.fr et elle va revenir très prochainement dans une version... Elle a été supprimée. Voilà, elle a été censurée par c'est Bruno. Ça. Donc elle va revenir dans une version qui sera incensurable sur YouTube dans quelques mois, je vous le promets. Et donc c'est une vidéo dans laquelle je prends point par point en fait ce que je pense être ces techniques-là, les phrases interro-négatives. C'est pas du côté de votre mère. Donc là, oui. C'est du côté de ma mère. Ah ben j'ai raison. Non, c'est pas du côté de ma mère. J'ai raison aussi. Donc en gros c'est. D'accord. Voilà. Donc ce genre de intéressant. Là on a quelques techniques du coup, voilà. Mais c'est bon. Mais il y en a. Bon, ça on peut les dire. Mais voilà, il y en a pléthore en gros. Et elles sont vraiment. Donc je les ai énumérées. Donc c'est pour ça que la vidéo est un peu longue. Et à la fin, en ne reprenant que ces techniques, et j'insiste parce qu'il y a des magiciens qui ont trouvé que c'était tellement fort, qui m'ont dit non, moi je suis sûr, notamment Pierre, qui m'a dit cru que c'était. J'y crois pas. Tu utilises d'autres techniques spécifiques mentalistes. Non, je n'utilisais que les techniques décrites dans la vidéo. Et j'ai reproduit une séance. Mais je te remercie. Et j'ai reproduit une séance dans la rue. Sachant que contrairement à Bruno, je n'avais pas 45 minutes avec eux, mais que 5 minutes, parce que c'était généralement des gens qui entre deux rendez-vous, qui passaient dans la rue, qu'ils n'étaient pas castés à l'avance, donc que je ne pouvais pas accéder aux informations sur Facebook à l'avance, ce que l'on appelle le hot reading, la lecture à chaud, où l'on va chercher des informations complémentaires sur la personne que l'on doit bluffer. Ce qui est assez facile dans la société dans laquelle on vit quand même aujourd'hui. Oui, où avec le nom de quelqu'un, on peut savoir un nombre incroyable de choses. C'est ça. N'importe qui peut faire du channeling. Il l'avait fait, non, ça? 2019. Je crois qu'il y avait une expérience, il me semble, où il avait 2 personnes sur un ordi.
et lui il les fait passer dans une roulotte, et en 30 secondes il leur sort tous leurs trucs. Donc voilà, juste avec Facebook, quoi. Facebook, LinkedIn et copains d'avant, t'as tout ce qu'il faut sur quelqu'un. Tout à fait. Et donc il y a ça évidemment, et puis voilà, donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui avec les médias sociaux il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles dans ce domaine. Et donc malgré cela, malgré qu'à la fin on ait une séance qui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau à la sienne, il y a des gens qui m'ont dit oui mais vous avez pas délivré de message. Oui mais d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que vous avez pas vraiment parlé aux morts. Alors moi du coup j'ai pris avec du sarcasme parce que à un moment donné il faut lâcher la pression aussi, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit vous voulez un message, d'accord, je vois votre grand-mère, elle pense très fort à vous, elle vous soutient Eva. La personne s'appelait Eva. Elle vous soutient Eva, elle vous dit que ce que vous êtes en train d'entreprendre quelque chose actuellement qui vous tient à cœur, continuez, ça va fonctionner. Je lui ai envoyé ça et elle m'a dit ouais mais c'est pas un vrai message. Je lui ai dit bravo, merci. C'est ce que j'ai trouvé pendant 1h18. Moi, je voulais savoir où était la cachette de papy avec les pièces d'or. Oui, aucun mort n'a jamais exhumé un secret de famille là-dedans. C'est énorme. C'est fort dommage. Mais donc, aujourd'hui, on doit vivre avec cette espèce de situation où vous êtes d'un côté avec donc des techniques très proches, parce qu'on doit faire le lien aujourd'hui, c'est normal. En magie, on n'a pas ça. On n'a pas des gens en magie qui prétendent que ce que font certains artistes, ils le font vraiment. Alors, en Europe, en tout cas. Voilà, c'est ça. Par exemple, en Inde ou en République dominicaine, la magie est prise au premier degré. Il y a des gens, des gourous en Inde, mais il y en a pelleté de gourous en Inde, hein. Il y a un gourou, par exemple, qui s'appelle Sai Baba, qui avait des dizaines de millions d'adeptes, et il faisait sortir une chaîne de sa manche, c'est tout. Il la faisait apparaître, et en fait, il secouait légèrement la main, et il faisait apparaître une petite chaîne en or, et il l'offrait, et ainsi de suite. Et que des tours de magie très basiques, et il y a une secte avec des dizaines de millions de personnes qui le suivaient. Mais à contrario, alors les fakirs ont encore une place très importante là-bas, mais ils commencent à comprendre que ce que font les fakirs, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que les Indiens, moi j'avais lu ça quelque part, les Indiens commencent à comprendre que par exemple manger une ampoule en verre, alors ne le faites pas chez vous bien évidemment, vous pouvez vous blesser, mais manger une ampoule en verre, c'est faisable, sans danger. Ça en Occident, ça bluffe pour le coup. C'est-à-dire que Darren Brown l'a fait dans son dernier spectacle sur Netflix, Miracle. Or, en Inde, c'est quelque chose qui est tellement connu depuis des décennies que ça bluffe un peu moins. Par contre, effectivement, du coup, les balles de mousse, en Inde, ça fait un carton, alors qu'en Occident, beaucoup moins. Donc c'est intéressant de voir comment, du coup, les cultures, de par les choses, ça s'inverse là aussi. Là où le mentalisme est terrible, c'est que la promesse, c'est une promesse de rupture d'intimité. C'est je lis dans ta tête. Et ça, est-ce qu'on peut faire plus fort à un être humain que d'aller prendre une information dans sa tête? Parce qu'il y a aujourd'hui des tours de mentalisme, et toi tu en as même fabriqué, enfin tu es aujourd'hui capable de produire une expérience dans laquelle un mot connu seulement d'un spectateur, en tout cas c'est comme ça que la personne va le ressentir, et donc c'est ça la réalité, tu vas lui sortir de la tête ce mot et le révéler. J'ai été le plus loin possible, je pense, dans ce domaine. Moi, je suis un artiste de close-up. Je fais aussi de la scène, mais c'est vraiment le close-up. Donc, le close-up, la magie de près. Exactement. Je circule en cocktail, en événementiel, et c'est là que je rencontre les gens par petits groupes. Clément est vraiment un artiste de scène, et on a une approche assez différente, notamment par cette différence de cadre. En close-up, je vois les gens, je peux discuter avec eux. J'ai été amené au fil des années à improviser. J'improvise en mentalisme, en événementiel. C'est-à-dire que les gens me demandent c'est quoi mon code de carte bleue, c'est quoi le nom de ma mère, c'est quoi mon deuxième prénom, une ancienne adresse, à quoi je pense. Je m'engage à tout faire. C'est ce que je fais. C'est pas juste trouver un mot dans un livre. Ça a été un challenge. Et aujourd'hui, je suis en mesure de le relever, même 3-4 d'affilée. Voilà. Donc effectivement, et pourquoi je me suis tourné vers ça? Parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai pu constater de plus fort d'un point de vue émotionnel sur un public. C'est un chemin direct vers le cœur, en fait. Extraordinaire. Il y a un impact émotionnel qui est fantastique. Que j'ai jamais eu avec la magie, peut-être parce que j'avais pas assez de talent, je ne sais pas. Mais je pense que d'une manière générale, on prend un individu lambda, je vais trouver le prénom de ta grand-mère et un souvenir que tu avais très particulier avec elle quand tu étais petit, ça bluffe plus que tu penses au 7 de trèfle. C'est incroyable. Voilà. C'est une pureté magique absolument dingue. Absolument. Et c'est même ce qui la rend dangereuse. C'est là où les dérives sont là. C'est un outil. On peut pas faire beaucoup mieux. Dès qu'on touche à l'émotionnel, les politiques le savent en permanence, les publicitaires le savent en permanence. Toucher à l'émotion, c'est toucher la personne. Donc, comme c'est une magie qui touche à l'émotion, on peut, avoir des fois évidemment des dérives, parce qu'il y a des fois, je pense à Pascal de Clermont qui fait des adeptes. Pascal de Clermont, un mentaliste qui à la base a fait donc des techniques d'illusionnisme, et ensuite il est parti sur une dérive, on va dire,
où il est parti vraiment dans la pseudo-science. Donc on voyait des images de lui parce qu'il passait chaque fois, généralement, lorsqu'il y avait une nouvelle saison de Mentaliste, durant les 7 saisons de Mentaliste, à chaque rentrée il y avait la nouvelle saison et donc on faisait un reportage sur lui. C'est-à-dire qu'il aimait bien se vendre comme le plus grand mentaliste français. D'accord. C'est un espèce de positionné. Voilà. Donc comme après il se faisait quelques contacts en télé, il y a Jean-Marc Morandini qui a eu l'occasion d'inviter dans ses émissions de radio, de télévision. Et donc il arrivait, donc on voyait des images de Pascal de Clermont dans son cabinet où il posait des électrodes sur le front qui mesuraient pas grand-chose en réalité. Il parlait de PNL, il parlait de non-verbal. Il y avait une espèce de doctrine de coach personnel en mode un mentaliste, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc on voyait des images où il faisait faire du karaté à ses adeptes, pour pas dire ses élèves, mais ses adeptes. Non, c'est ça. C'est burlesque, c'est magnifique. Et donc là, il a quitté maintenant ce monde-là pour être carrément dans la pseudo-science absolue. Mais là, c'est même plus la pseudo-science, c'est la prétention extraordinaire. D'accord. Puisqu'il apprend aux autres à avoir un pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans son dernier livre, il y a des cartes de Zener pour s'entraîner à la clairvoyance, il y a un médaillon de concentration. Des cartes de Zener? Carte ESP, donc ESP, ouais. 5 cartes que les gens connaissent de par, je pense, la culture populaire. Une carte avec un rond, une avec une croix, une avec des vagues, une avec un carré et la dernière avec une étoile. 5 cartes qui ont été établies dans les années en 1937 à la Duke University en Amérique pour tester la parapsychologie. Ça n'a jamais été très concluant. C'est un test qui est utilisé pour voir si les gens sont connectés dans les expériences sur des jumeaux. Voilà, t'as ces symboles qui sont censés être très reconnaissables. Mais en réalité, c'est une évaluation. C'est-à-dire que le Dr Ryan a été le premier à vouloir analyser par la statistique la parapsychologie. C'est le premier du domaine. C'est très peu concluant en réalité. Des protocoles moisis quand même. Et on estime qu'il a un peu gonflé les résultats en plus parce que lorsque derrière des chercheurs ont retenté de refaire ces expériences, ils sont tombés sur des résultats moindres. Mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que donc du coup, il est vraiment dans cet univers-là. Et là, il y a une vidéo en date que j'ai découvert il y a de ça 6 mois lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris, où Pascal de Clermont et ses adeptes sont sortis de leur corps, sont allés dans Notre-Dame de Paris, en flammes, ont vu l'incendiaire présumé, qu'il pense, parce qu'après on lui a posé la question dans les commentaires, mais alors est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un des Templiers, on sait pas trop, il pense que c'est un agent du nouvel ordre mondial et du gouvernement. Moi, ce que ça nous apprend, c'est que le voyage astral... C'est juste un mec qui a oublié d'éteindre sa clope, mais d'accord. Donc, ce que ça nous apprend... Complot. Ce que ça nous apprend, c'est que le voyage astral est une discipline inéfugée. Donc j'insiste, pour les pompiers, non mais... Attends, toi tu rigoles. La présomption. Il y a des aspects pratiques. Le bénéfice du doute, le voyage astral ne craint pas les flammes. Ça, j'avais un doute là-dessus, je l'ai plus. Donc merci Pascal de Clermont. Voilà, pour dire un petit peu le sérieux du garçon. Et ça, pour moi, c'est vraiment le symbole de la dérive dans le mentalisme, quoi. On part d'une discipline où on mélange des cartes à jouer et on termine en prétendant apprendre aux autres à sortir de leur corps. Donc on part de la prestidigitation de la magie et on finit sur Mars, quoi. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui nous menace tous. Il illustre parfaitement, en tout cas. Sur les parcours, en fait, moi, je tracerai pas une ligne justement en rouge qu'on peut franchir à un moment donné. Je pense que la bienveillance, c'est le plus important. Je vais donner un exemple. Par exemple, j'ai beaucoup de livres de mentalistes, des grands mentalistes comme Corinda, comme Thomas T.H. Waters. Corinda qui a écrit les 13 étapes du mentalisme, qui est un bouquin très connu dans le milieu et qui parle notamment de la voyance. Exactement. Qui t'explique comment devenir voyant. Absolument, ça m'avait beaucoup intéressé. Absolument. Et alors, il y a beaucoup justement de mise en garde éthique. Ce sont des gens qui se sont posés beaucoup de questions. Et la question n'est pas vraiment le vrai et le faux. Enfin, il y a la question du vrai et du faux, mais il se pose la question de savoir comment faire du bien aux gens. Et on peut faire du faux en faisant du bien aux gens. Réellement. Et j'ai un ami qui est mentaliste et qui fait des consultations de voyance. En tant que sceptique, je pourrais avoir un problème avec ça. Il se trouve que c'est pas le cas. Puisque ce qui me pose moi problème, c'est l'abus de faiblesse. C'est pas l'outil. C'est pas la méthode. Il fait des consultations, je sais quand il fait des consultations, et Corinda faisait des consultations, de grands mentalistes ont fait des consultations, pour apporter du bien aux gens. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il apporte réellement du bien aux gens? Ce sont des gens qui ont beaucoup réfléchi à cette question. Je vous encourage vraiment à lire Corinda et ce chapitre sur la voyance où il y a un paquet de mises en garde. Il y a des choses comme s'il y a une question médicale, la première chose à faire, c'est de dire consultez un médecin. Il se permet pas de donner des conseils. Si une question de droit, ils disent consultez un avocat. En fait, c'est donner des conseils de bon père de famille. Je ne défends pas la voyance, je défends une position. C'est-à-dire, je pense que le vrai danger, c'est l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, on peut le trouver effectivement chez les voyants, on peut le trouver chez les médiums, on peut le trouver aussi justement, comme je le disais tout à l'heure, chez des gourous du développement personnel, des mentalistes qui font des conférences très cher payées sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui mélangent science et pseudoscience. Ce qui compte, c'est le résultat, l'impact que vous avez sur le public. Voilà, c'est ma position en tout cas.
Je te rejoins lorsque tu dis ça, parce que on n'est pas obligé d'aller jusqu'au prénom et aux souvenirs que l'on arrive à deviner dans la tête de l'autre pour avoir finalement un impact émotionnel. Tu parlais de la torsion de cuir tout à l'heure, la torsion de cuir de la manière dont le fait Pierre, par rapport à d'autres magiciens qui vont beaucoup plus loin en faisant des nœuds presque avec les pics d'une fourchette, parce que tu vois, c'est parce qu'ils aiment bien faire des choses comme ça. Pierre, en fait, de la manière très réaliste dont il fait, avec un jeu très premier degré, est suffisamment crédible pour lancer un mouvement qui va le suivre. Où il pourrait vendre des talismans à la sortie, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est même pas obligé d'aller jusque dans le mental et dans le rapport avec l'autre. En lui montrant simplement quelque chose, on a dans la démonstration quelque chose. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je préfère Uri Geller à Bruno Charvet, c'est que Uri Geller, quand il dit qu'il va tordre une cuillère, il tord la cuillère. À la fin, il y a une cuillère tordue. Il y a un résultat matériel de sa prétention. Alors, certes, c'est du charlatanisme, mais c'est du charlatanisme, entre guillemets, qui en pratique montre quelque chose. Ce qui est pas le cas pour moi de Bruno. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est du vent. Oui. Il fait répéter le récit à d'autres et il prend 150 balles. Ça, pour moi, tu vois, c'est compliqué. En fait, on est des personnages assez puissants. On est peut-être puissant, mais notre personnage est très puissant. Et comme on est puissant, on a de l'influence. On doit se poser la question de notre responsabilité, c'est tout. J'ai pas une réponse. Il y en a plusieurs. Il y a une multiplicité de réponses. J'ai changé plusieurs fois d'avis, et je changerai encore probablement d'avis. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de faire les effets les plus puissants possibles, d'être le plus crédible possible dans ce que je fais, que ce soit les torsions de cuillère, la lecture de pensée. Et après, je suis tout à fait légitime pour avoir un discours sur ce sujet. Et quand quelqu'un me parle, comme je le montre, je ne le dis pas. J'ai un retour direct de mes spectateurs. Ils me disent, ok, donc vous avez un don. Si personne me dit ça, c'est probablement qu'elle croit déjà à ce type de phénomène ou qu'elle est en train d'y croire. Si quelqu'un me dit, oui, moi jamais, ça m'est arrivé, putain, vous tordez les cuillères, c'est incroyable, vous êtes magnétiseur, moi je consulte un magnétiseur. Donc j'ai un retour extrêmement franc et sincère de mes spectateurs. Sans filtre, vu que tu t'es pas présenté comme étant quelqu'un qui faisait ça ou ça. Exactement. Et du coup, je fais aussi figure d'autorité, parce qu'ils me prennent pour... je suis un peu le reflet de leur croyance quelque part. Et quand j'ai un discours derrière, sur le placebo comme sur les cuillères, ou sur la détection du mensonge, parce que je ne mens pas. Je ne mens jamais en spectacle. J'ai pas besoin de mentir. Et surtout, c'est une contrainte que je me suis imposée et ça me permet de faire le lien avec de l'éducation populaire. Je ne débine pas parce que j'aime le mystère. Quand quelqu'un me dit comment je fais, je dis je peux pas vous le dire, c'est un secret, surtout c'est une illusion. Mais je réponds le plus sincèrement possible aux questions qu'on me pose. Ce qui est à mon sens très sain et qui manque à beaucoup de monde. Là où je te rejoins pas, c'est sur la voyance par exemple. Tu parlais de Corinna, tout ça. Bon, j'ai lu tout ça et c'est vrai que c'est un éternel débat, donc on a ni le temps et c'est pas l'endroit pour l'avoir. Mais en ce qui me concerne, moi, toi, t'as la chance par le close-up effectivement de rencontrer en permanence des gens moi, les gens viennent me voir dans le spectacle, il y a mon nom sur l'affiche, il y a ma biographie sur mon site. Toi, ils sont pas forcément au courant. Il y a un côté, l'animation un peu surprise. Donc t'as un rapport différent, tu peux arriver en te présentant comme ça. Moi, c'est rare. Moi, en revanche, je suis en situation plutôt, du coup, informelle. Ce qu'on appelle la situation informelle, c'est-à-dire, quand je suis dans un bar avec des amis, que mon pote me présente sa nouvelle copine ou quoi, généralement, mon pote dit, tu vas voir, c'est un médium. Là, je lui fais un peu de channeling. Là, je fais mon Bruno. Et ce qui se passe à la fin, c'est que la personne y croit à 200%. Et donc là, quel meilleur moyen de lui dire, non, mais en fait, je te piège, je suis mentaliste. Et là, forcément, la personne, je lui ai fabriqué un espèce de filtre, de la même manière que quand on rompt avec un peu douloureusement avec un partenaire, le prochain, on le prend avec beaucoup plus de méfiance, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, là, je crée une rupture dans sa croyance qui est assez sèche, et ça construit un mur qui fait que la prochaine personne qui se présente face à elle en disant « je suis un médium », elle aura peut-être pas forcément cette perméabilité-là à cette croyance. J'ai aucune étude pour le certifier ou l'attester, mais je pense que ça me semble pas totalement incohérent ce que je dis, et d'autant plus que j'ai des amis à moi qui m'ont fait des retours par rapport à ça, en mode « il y a quelqu'un qui est venu me faire ça, mais ça m'a pas suffi comme preuve, vu que tu m'avais fait la même chose. » Donc c'est là où l'éducation populaire est intéressante. C'est de semer une graine d'esprit critique dans la tête des gens. Tout simplement. Et il y a plein de manières de le faire, on a une approche différente pour ça. Je me souviens, il y a quelques années, je connaissais rien à la voyance, j'avais vu un reportage sur M6 comme tout le monde, quoi, avec des méchants voyants et puis des gentils pigeons. Voilà, et des gentils pigeons. Et je trouve que c'est très binaire comme manière de voir les choses. Il y a beaucoup de gens en voyance, par exemple, qui croient sincèrement à ce qu'ils font, et d'autres qui sont des charlatans, qui savent, il y a les open eyes et les shut eyes. Et les shut eyes, voilà, pour le dire. Vas-y, définissez, parce que là, c'est du jargon de voyant. Moi-même, je ne l'ai pas. Yeux ouverts, yeux fermés. Donc, yeux ouverts. Les yeux ouverts, c'est quelqu'un, justement, qui sait ce qu'il fait, comment il le fait. Uri Geller. Donc, c'est par rapport à son rapport intime, voilà, à son art. Donc, les yeux ouverts, c'est ceux qui savent qu'ils mentent. Oui. Et les yeux fermés, c'est ceux qui pensent qu'ils ont vraiment des pouvoirs. Absolument, voilà. D'accord. Et donc, évidemment, il y en a un qui est sincère, l'autre qui ne l'est pas. Enfin, vous le savez, on ment quotidiennement, l'être humain ment, et ça nous est tous arrivé de dire un mensonge à quelqu'un pour lui faire du bien. Contre de l'argent. Oui. C'est là peut-être où le sujet devient, en tout cas moi, à mon sens, un peu tendu. C'est pour ça que je parle d'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, en plus, c'est condamnable pénalement.
C'est un sujet un peu pointu, je suis obligé d'être concis, mais je vous intéresse vraiment à lire Corinda en particulier parce qu'il y a d'excellents arguments dans ce qu'il présente que je n'avais jamais entendu avant. Et puis, si vous connaissez un voyant, même c'est toujours intéressant de discuter avec. Est-ce que le fait que depuis des années on ait des Madame Irma au coin de la rue, sans que ça choque grand monde en fait, qu'on ait des horoscopes dans nos magazines libres, ça fait pas qu'on se retrouve avec des gens qui pensent que Pierre, qui fait ses soirées d'entreprise, il peut tordre une cuillère. Parce que si jamais t'as un petit peu quand même de recul sur les choses, si t'es capable de tordre une cuillère, mon pote, t'es un des mecs les plus puissants au monde, tu vas aller tordre les barreaux d'une prison pour sortir, enfin, tu aurais un pouvoir, enfin, t'es Magneto. Bon, bah, t'as vu Magneto, il a quand même foutu New York à genoux. Oui, bon. je fais les pouvoirs de Magneto et j'ai le look du professeur Xavier. Ouais, voilà. Mais finalement, toi, tu te présentes et vous avez, vous, une bonne éthique et j'ai envie de dire, on a de la chance, parce qu'au final, il suffit que tous ces pouvoirs-là, qui sont des pouvoirs de trucs, soient mis entre les mains de mauvaises personnes, et ça donne des gourous terribles qui te font sortir de ton corps ou qui te disent bon bah le suicide finalement c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Vous êtes des hommes de spectacle, vous êtes des gens bien, vous avez certainement reçu une bonne éducation, mais est-ce que cette situation terrible dans laquelle on est, avec donc le mentalisme qui t'amène potentiellement vers du gourou aussi facilement, elle est pas due au fait que depuis des années on a un peu laissé ce côté ésotérique prendre de la place sans jamais trop le remettre en question, et quand ça se rejoint avec de la prestidigitation, ça donne quelque chose, là moi qui quand je vous entends me semble dangereux. Moi je pense que tu fonctionnes à l'envers, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'en fait il y a nous qu'il y a une Madame Irma enfin je pense que c'est pas parce qu'il y a Madame Irma au coin de la rue qu'on peut penser que Pierre qui tord les cuillères c'est vrai, c'est parce qu'il y a des gens qui utilisent des systèmes truqués à mon sens, donc ils savent pertinemment ce qu'ils font, que ça crédibilise la position des autres. Bruno, de par ce qu'il fait, crédibilise tous les médiums de France. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va voir Bruno va se dire bon mais ça existe, bon il est un peu trop cher Bruno, donc au lieu de prendre 150, je vais prendre le petit en bas de chez moi qui est à 35 € de l'heure. Si Bruno peut le faire, d'autres peuvent le faire. Exactement. Bien sûr. Et là c'est dangereux pour moi, c'est qu'en fait il ne fait pas que, enfin il crée de l'emploi, donc c'est très bien pour la France dans l'état où elle est, mais c'est à mon sens pas très sain. Là on pose la question en fait des croyances, mais j'ai envie de vous dire moi la religion. Dans ce cas, c'est pareil. Pour moi, je le passe exactement sur le même niveau. On peut pas. C'est trop facile de condamner, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a des choses que je peux dire sans problème que ça c'est pas bien, parce qu'on est vraiment dans de l'abus de faiblesse caractérisé. Je parlais de la conférence à plusieurs milliers d'euros ou Bruno Charvet. Là, on est vraiment dans de l'abus de faiblesse et on peut dire que ce mec fait des dégâts. Bien sûr. Il y a beaucoup d'autres cas où on condamne, à mon avis, trop rapidement, sans essayer de comprendre, sans essayer de on voit que le mal potentiel qui peut être fait sans voir le bien qui peut être fait. Je veux juste relativiser un petit peu. Voilà, c'est un discours que je trouve trop facile de dire il y a du... Je poursuis dans ce que tu dis sur la religion, c'est que Chris Angel, Dynamo sont des magiciens qui ont marché sur l'eau, qui ont donné l'illusion Dynamo sur la Tamise et Chris Angel dans une piscine. Donc Chris Angel et Dynamo qui sont des prestidigitateurs de scène très connus, qui font du street magic, Dynamo qui sont pas des mentalistes. Dynamo est un Britannique il me semble. Ouais, ils sont à Vegas les deux maintenant. Et Chris Angel était à Vegas à l'époque déjà. Que j'ai vu à Vegas, Chris Angel, très bon spectacle. Oui, au demeurant, Mindfreak exceptionnel. Bon mais bon, du coup, voilà. En tout cas, Chris Angel, moi, je suis issu d'une génération. J'avais 13-14 ans. Tout le monde au collège parlait de Chris Angel. Ces vidéos tournaient sur les skyblogs, parce qu'à l'époque, on avait des skyblogs. Et il faut savoir que à peu près facilement un tiers, pour ne pas dire la moitié de mes camarades, pensaient qu'il avait fait un pacte avec le diable, pensaient qu'il avait de réels pouvoirs. Il a tellement apporté la magie à une échelle, et c'était pas forcément des gens de mauvaise famille ou des gens un peu mal éduqués ou cadrés. L'intelligence et la culture n'ont rien à voir avec le faisceau de croyances. Il faut vraiment distinguer les deux. Même si on a une facilité à relier ça, c'est pas vrai du tout. Complètement d'accord. Et donc c'est pour ça que j'en veux pour preuve que la plus grande croyance en pseudosciences dans les professions scientifiques, c'est les médecins, qui sont généralement ceux qui font des études très très élevées, les professeurs. Beaucoup de médecins qui sont formés en acupuncture, en ostéopathie. Parce qu'ils ont le bénéfice du doute, parce qu'ils ont l'envie de croire, parce que justement ils sont ouverts d'esprit de par leur capacité de science. Donc ce qui est dingue là-dessus, si tu veux, il y a un bon tiers des étudiants, on va être léger, on va dire un bon tiers des étudiants de je sais pas quel âge j'avais au collège, 10-11 ans, qui pensaient que Chris Angel avait fait un pacte avec le diable. Tellement sa magie était différente de ce qu'on voyait à la télé. Il faisait pas un tour de cartes chez Patrick Sébastien, il marchait sur l'eau. Il faisait des choses impossibles. Il faisait des choses qui
paraissait impossible. Donc en fait, il y a même pas besoin effectivement Jésus, quoi. d'aller dans la ouais, c'est ça, mais il y a même pas besoin d'aller dans l'interprétation de la science. Aujourd'hui, quelqu'un comme Raël se met à marcher sur l'eau, est-ce que ça va pas renforcer, ça va peut-être pas lui faire de nouveaux adeptes, mais ça va renforcer à mort ceux qui y croient déjà. Effectivement, ce que tu disais, c'est que quelqu'un qui a le pouvoir de tordre le métal, il est dingue. Et alors, généralement, c'est aussi un bon faisceau de présomption sur le fait que ces choses-là sont de l'illusion, parce qu'il y a encore aujourd'hui, moi quand j'ai fait ma vidéo sur Uri Geller dont tu parlais tout à l'heure, des gens sont venus me voir dans les commentaires pour m'incendier, m'insulter, pour me dire que ça existait, qu'ils l'avaient expérimenté, qu'ils arrivaient à faire tourner de 1 mm une pyramide sous un T'en as verre. eu beaucoup des commentaires comme ça? Ah, j'en ai eu plein. Ah ouais? Et il y a des gens qui y croient dur comme fer. Ouais, bien sûr. Mais enfin, C'est important pour eux. mais un scientifique qui prouve ça, moi je ne comprends pas pourquoi on fait pas d'études là-dessus. Un scientifique qui prouve que la tension de métal par la pensée est possible, mais il a le Nobel dans l'année. Mais il y a eu plein d'études. Il y a eu plein d'études. Et à chaque fois, c'est pas possible. Tout à fait. C'est pour ça, il y a des mecs qui ont essayé, mais les scientifiques, ils ont pas que ça à foutre. Ou alors les études sont truquées. D'auditionner tous les charlatans qui viennent te dire, ah bah là, je peux pas parce qu'on est mardi. Moi, la question que je me pose maintenant, vous qui êtes tous les deux quand même des artistes en train de travailler, des jeunes mentalistes, les prochaines années de travail. J'ai 33 ans. Je suis un jeune mentaliste. 33 ans, 22 ans, vous avez encore une carrière devant vous. Alors peut-être qu'on retrouvera l'un de vous deux à la tête d'une secte dans quelques années parce que vous êtes passé du côté obscur. Mais sinon, cet art qui est déjà tellement incroyable, où on arrive à faire des choses tellement folles comme tordre des cuillères, comment vous allez, vous, travailler à le faire évoluer dans le sens qui vous semble être le bon pour continuer à faire du mentalisme incroyable dans les prochaines années? Il y a plusieurs mots. Le premier mot, c'est épistémologie. Oui. Deuxième mot, c'est zététique. Alors, tu vas les définir, s'il te plaît? Non, une remise en question permanente. Il y a une remise en question permanente. Je suis un amoureux de mon art, donc non, j'ai pas le moindre doute que je serai jamais dans une secte, parce que j'ai trop de respect pour mon art pour le dévoyer, tout simplement. Voilà, et je pense que c'est la même chose pour Clément. Oui, je rejoins ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est au service, nous sommes les djihadistes du beau. Nous sommes au service de la bonne chose, donc on ne sera jamais des tendances sectaires, je pense. Et oui, effectivement, on est tous les deux passionnés d'esprit critique et de zététique. La zététique, c'est la science qui étudie les phénomènes paranormaux. C'est aussi de l'autodéfense intellectuelle. Ça nous fascine tous les deux. Je pense qu'on se tourne de plus en plus vers ça dans nos spectacles. On parlait de faire de l'éducation populaire. Moi, c'est un de mes objectifs. Monter un spectacle. C'est le modèle, hein. Je pense à l'exoconférence d'Alexandre Astier qui a réussi cette synthèse incroyable entre un spectacle divertissant et une conférence où on apprend plein de choses. C'est marrant que t'en parles parce que c'est le spectacle qui a inspiré l'écriture de mon premier spectacle. Voilà. Donc, là, mais on a tous le même modèle, hein. C'est génial. Et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça. C'est pas faux, comme disent les fans d'Alexandre Astier. Voilà. Pardon. Donc, aller vers faire des choses de plus en plus incroyables pour les expliquer ensuite et que ce soit du coup quasiment 2 spectacles. Oui, c'est aussi une manière d'impressionner. Je pense que le fait d'être le plus haut possible, c'était ma démarche. Je pense qu'il faut aller le plus loin possible. C'est-à-dire que et ça demande de la responsabilité. Si vous demandez par exemple à Anthony Hopkins dans Le Silence des agneaux d'être moins effrayant, vous demandez à un comédien d'être moins bon que ce qu'il peut être pour le personnage. C'est pas possible. Non, il veut être le plus effrayant possible, le plus convaincant, le plus fidèle au script. Quitte, il y a des comédiens qui se sont fait détester pour des personnages qu'ils ont incarnés, parce qu'ils les incarnaient trop bien. On en a déjà parlé, si les gens te détestent, c'est pas pour ça, Pierre. C'est vraiment autre chose. Je cherche des raisons. Et toi, Clément? Je rejoins Pierre sur tout ce qu'il a dit. Suite. Mais au-delà même de la zététique, ce qui veut dire, et c'est un petit peu plus large que ça, c'est même le propos, en fait. Ouais. Je pense que la magie d'aujourd'hui n'a tendance à être au service d'aucun propos, de ne rien servir. C'est très intéressant, la parabole avec le cinéma, parce que dans le cinéma, il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, et à aucun moment, les gens mettent en pause le film pour dire, mais c'est nul, il y a un fond vert. Mais c'est nul, c'est des comédiens, mais c'est nul, c'est de la 3D. Alors comment ça se fait qu'en magie, il y a mais c'est nul, il y a un truc. Et il y a plein de spectateurs qui ont ce truc là de dire mais il y a un truc. Oui, mais quand tu vas au théâtre, est-ce que tu arrêtes un spectacle en plein milieu pour dire mais attends, ils ont appris leur texte, en plus c'est même pas eux qui l'ont écrit, c'était il y a 300 ans, c'était Molière. Non. Donc je pense qu'il faut aller vers plus d'artistique. Molière, auteur de théâtre, non, je rigole. Ouais. Du XVIIe siècle, c'est du classicisme bien sûr. Non mais tous les arts ont évolué depuis les années 80, je pense que la magie a un peu stagné et il est temps de la faire évoluer dans quelque chose. Il y a une offre et une demande aujourd'hui avec internet qui est absolument faramineuse, il y a beaucoup trop de magiciens, de mentalistes et compagnie. Donc, si on veut tirer son épingle du jeu, il faut que chacun trouve sa spécificité à lui, son propos à soi, qu'est-ce qu'on veut défendre. Nous, en l'occurrence, c'est la zététique de manière différente tous les deux. Ouais.
Je pense d'ailleurs qu'on n'est pas les deux seuls, mais on est peu à faire ça en France. Très peu quand même. On est très peu à faire ça. Je sais pas si t'es d'accord avec moi quand je parlais de la responsabilité. Un mentaliste médiocre n'a pas à se poser la question de la responsabilité parce qu'en fait, il est pas convaincant. Il y a que quand vous êtes convaincant que vous devez vous poser cette question-là. Donc il faut être bon pour se poser cette question. C'est un raisonnement circulaire, absolument subjectif pour dire qu'on est bon, mais je suis assez d'accord. Mais ça, je crois que vous êtes assez d'accord l'un comme l'autre sur vos grandes qualités personnelles. On s'en trouve juste pas mal. Je pense que là-dessus, avec nos spécificités, par exemple, Pierre est un expert en question de mémoire. Ouais. Et moi en question d'hypnose, en l'occurrence. Je pense qu'on est d'accord pour dire ça tous les deux. Oui. Moins convaincu, je l'impression. Bon, alors, si on veut vous voir mettre en pratique vos immenses talents, où est-ce qu'on peut aller? Mais sur l'Instagram de Slate, bien sûr. Donc sur l'Instagram de Slate, vous allez y être, comme tous les magiciens qui passent par Magicos. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre? Moi, j'aurais peu d'occasion de me retrouver étant donné que je suis en déplacement toute la France pour des spectacles privés. Mais si vous avez une entreprise, vous pouvez l'embaucher. Donc, voilà, vous pouvez effectivement, si vous avez une boîte ou un événement privé, m'embaucher sur mon site internet. Notamment, il y a toutes mes coordonnées. Pierre Onfroy. Voilà. Ok. Mais il est tout à fait possible qu'à l'avenir, je me tourne vers le théâtre. J'ai plusieurs projets et voilà que je fasse comme Clément. Donc il y aurait potentiellement un spectacle un jour. Ouais. Mais je suis en train de travailler dessus et vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Super. Et écoute, bon courage et puis on sera là pour t'applaudir quand tu monteras sur scène, Clément. Et on en a parlé, c'est un très très beau projet. Moi j'ai mon spectacle Mentalisme, une affaire du 19e siècle, dans laquelle je me plonge en 1871, qui est une année un peu en plus symbolique, puisque Jean-Eugène Robert Houdin, pour ceux qui savent, a écrit un bouquin là-dessus. Donc c'est une année dans laquelle je me plonge avec tout un décor, un univers, une bande originale. C'est vraiment une espèce de film fantastique sur scène, où j'invite les gens à prendre part à une expérience d'occultisme, de médiumnité, pour reconstituer un petit peu l'histoire d'une comtesse qui s'est fait sauvagement assassiner à la gare de Southampton, une comtesse française, et tout ça donc avec évidemment du rire, mais il y a donc du coup du channeling. À la fin, je fais un discours sceptique, bien évidemment, pour démonter tout le spectacle. Et il y a effectivement, c'est écrit comme une structure théâtrale, c'est-à-dire qu'il y a une évolution du personnage. Au début, j'y crois dur comme fer à la médiumnité, à la fin, je n'y crois plus. Et c'est intéressant, je pense aussi, comme on parlait tout à l'heure de film et de la comparaison avec le cinéma, d'avoir également une évolution narrative dans le personnage que l'on incarne. Et voilà, donc sur ce spectacle-là, on tourne dans toute la France, qui sort bientôt en DVD aussi, et sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Clément Fraise, FREZE. Voilà. FREZE, et donc pour suivre un petit peu tes vidéos. Ok, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le 4e épisode de Magicos. À quoi jouent les mentalistes? Je pense qu'on a bien exploré le sujet. J'espère que vous aiderez ce milieu à avancer dans le bon sens, parce qu'il y a un défi et une responsabilité. Merci pour l'invitation. Merci à tous nos auditeurs, nombreux et fidèles, qui nous écoutent. Merci à Slate.fr d'avoir produit et réalisé cette émission, d'avoir rendu possible son enregistrement et son existence. Si l'émission vous a plu, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez même en parler au bureau, par exemple, à la pause café. Si l'émission vous a déplu, pour cet épisode, vous pourrez laisser des commentaires négatifs sur le TripAdvisor de Madame Irma qui travaille sur les Champs-Élysées. Voilà, donc Madame Irma, Champs-Élysées, vous mettez 1 étoile et on saura que c'est pour nous, on ira les lire. Bien sûr, merci à Benjamin, réalisateur attentionné qui nous recadre quand on part un peu trop loin et qui nous dit qu'il ne reste plus que 10 minutes. J'ai adoré participer à cette émission. Oh là là, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir, Benjamin. Même parfois en silence, ta présence m'apaise. Abonnez-vous, laissez-nous des très grosses étoiles de type 5, de type sur iTunes. Merci à tous. Vous pouvez me retrouver sur @natas sur Twitter, @GuillaumeNatas sur Instagram. Ciao, ciao.